shit's funnier than any A class in it. I wanna talk to the clown who wants apologies down, pay him £300 and take a class in it. I wanna ride the phone, I wanna bleed the town, I wanna see you alone. I wanna straight the shack and find me someone to pack like the night when it's dark. Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous écoutez bien Radio Papote, on est ensemble pour une heure d'émission en direct sur Radio Saint-Fé. Sur Radio Saint-Féréol. Ça papote de quoi, Radio Papote? Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Saint-Fé, 94.2. Ah oui, c'est sur Radio Saint-Féréol, 94.2 dans la région de Cray et partout dans le monde grâce à la page Radio Papote sur internet, radiosaintfé.com, mais aussi sur YouTube et Instagram, vous pouvez chercher Radio Papote, il y a tous les podcasts à réécouter de toutes les émissions. Donc je voulais juste rappeler que notre émission elle est diffusée le vendredi, le 2e et le 4e vendredi du mois à 21h, mais aussi les dimanches suivants, les 2e et 4e dimanches à 14h. Et ce soir, on va parler de quoi ? On est le 27 février 2026, je me suis pas trompé, et ce soir on va parler pendant une heure de l'ancien hôpital de Cray. Donc mes invités vont peut-être me corriger plus tard si je me suis trompé, j'ai fait des petites recherches. Ce sont normalement 10 000 m² de plancher en 3 bâtiments, au-dessus du vieux Cray, en dessous de la tour. C'est un patrimoine public et sur ce site, la mairie actuelle, dirigée par Madame Karcher, pense ou réfléchit à démolir un grand bâtiment de 3200 m², si je ne me suis pas trompé dans mes recherches, pour implanter un hôtel 3 étoiles et des logements destinés à la vente. Donc pour l'instant, ce projet semble être un peu imposé par la majorité municipale. Il est repris par la candidate maire Stéphanie Karcher. Il utiliserait, et d'autres candidats aussi d'ailleurs, pas que Stéphanie Karcher, il utiliserait d'importants financements publics pour un intérêt purement privé, a priori. Et dans tout ça, un collectif de citoyens s'est formé pour éviter ce que il et elle considèrent comme un grand gâchis. Pour éviter ce grand gâchis, ce collectif s'est formé, il s'appelle HOP, H-O-P, comme dans hip-hop. Ils sont avec nous ce soir et vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de ce collectif sur leur site internet collectifhop.fr, tout attaché. Et aussi toutes les informations de cette émission, si vous voulez retrouver les infos sur le collectif sur notre page émission Radio Papote sur radiosaintferrol.com. Bonsoir tout le monde, bonjour Elisa et Pierre, vous êtes nos invités ce soir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté en tout cas déjà l'invitation. Je vais peut-être vous dire trop merci pendant cette émission, mais voilà, déjà merci. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement aux auditeurs, Elisa en premier ? Oui. Donc je m'appelle Elisa Dumay, j'habite à Cray depuis 25 ans et me présenter ce que je fais par exemple comme métier ou je me présente ce que tu as envie. Ouais. Comment tu as envie de te présenter Alors moi, ce soir ? Alors moi je peux parler un peu de mon métier parce que c'est pas mal relié au sujet. Je travaille dans l'action culturelle, les projets artistiques, mais aussi dans tout ce qui va être urbanisme participatif, développement local, participation des habitants, éducation populaire, tout ça. Voilà, donc ça explique un peu aussi pourquoi je suis intéressée par l'ancien hôpital et j'ai été pas mal engagée sur des listes d'opposition à la mairie aussi, je pense que c'est important de le dire, depuis 2008. Voilà, donc je suis aussi très intéressée par la politique dans le sens de penser le territoire en fait. Et à qui appartient le territoire, qui le gère, c'est des choses qui m'intéressent et la place des habitants dans tout ça. Est-ce que tu te présentes cette fois-ci ? Non. Et toi Pierre, tu peux te présenter ? Oui, bonjour, moi c'est Pierre Belléry, Crétois depuis 3 ans à peu près. Enfin, ça fait un petit peu plus longtemps qu'on pensait s'installer à Cray, mais ça s'est concrétisé il y a 3 ans. Architecte urbaniste de formation, enseignant, chercheur, ça fait beaucoup de choses. Décidément, on a beaucoup d'intellos ce soir. Non, il y a aussi des gens de base dans notre collectif qui participent à ce combat depuis déjà 3 ans. Alors moi, comment j'ai été amené à m'y intéresser ?
Ça fait quelques dizaines d'années que je m'intéresse à la réhabilitation. J'ai déjà travaillé sur des contre-projets il y a fort longtemps. Et c'est tout naturellement, quand je suis arrivé à Cray, que je me suis intéressé à l'avenir de cet ancien hôpital, qui est un bâtiment intéressant, qui est un bien commun vraiment précieux, et qu'on va s'attacher à mettre en valeur. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé, 94.2. Nonce, tu m'accompagnes pour animer cette émission. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravie de parler avec toi et avec vous tous de l'hôpital ce soir. Ouais, Nonce, comment te présenter ? Tu es celle qui, disons, met du piment dans les réunions de famille parce qu'on te la fait pas à chaque fois. Hein. Jean-Michel et ses blagues sexistes à la con, ça suffit quoi, c'est ça ? Ouais, c'est ça, merci de me présenter comme ça, Elias, mais j'espère que toi aussi tu reprends ton oncle quand il fait des blagues sexistes au repas de famille. je le vois plus. Non, Romain, tu es notre invité. Toi, t'es pas notre invité, t'es un peu notre co-chroniqueur, quoi. T'es un peu avec nous, quoi. T'as fait plusieurs émissions avec nous. Ouais, bonsoir. Donc autrefois révolté par la marche du monde, je cite, prêt à tout changer, le voilà aujourd'hui candidat aux élections municipales, mais pas à Cray, dans un petit village sur une liste de centre-gauche. Ça va, tu survis ? Est-ce que la révolution commence par s'occuper des trottoirs, des budgets communaux, des crottes de chiens, des places de parking, c'est ça ? Exactement, et surtout des chats errants. Des chats errants, c'est une belle révolution. Vraie problématique, ça. On n'en parle pas assez aujourd'hui dans les ondes. C'est important. J'aimerais qu'on en parle et j'espère que ce soir on aura un petit temps chat. D'accord, on va essayer en tout cas. Mais surtout hôpital. Donc, moi je me présente. Je m'appelle Elias. J'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. Donc, je suis l'animateur de cette émission de Radio Papote. Autoproclamé ayant droit de commenter tout ce qui se passe de politique dans ce pays. Tout simplement, j'ai une carte d'ayant droit de commenter tout ce qui se passe de politique dans ce pays. Détenteur d'un permis de se contredire avec option remorquage de remorque prise au sérieux. Donc c'est une remorque un peu particulière avec 2 essieux. Voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir continuer. Bon, alors oui, ce soir, on va faire un débat avec Hop, ce collectif qui milite pour un bien commun qui est l'ancien hôpital de Cray. On parle aussi, peut-être ce soir, on va peut-être aussi parler du manque de logement dans notre coin du Crétois, mais on va aussi parler de concertation démocratique, d'écologie, de patrimoine public. Mais en réalité, est-ce qu'on peut dire que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est l'histoire classique. D'un côté, il y a des promoteurs immobiliers très enthousiastes, et de l'autre, des habitants qui se demandent si l'argent public servant à privatiser un bien public, ce n'était pas l'idée du siècle. Spoiler alerte, non, c'était pas l'idée du siècle. Mais est-ce que cette mobilisation, est-ce que cette présentation que je viens de faire, volontairement un peu simpliste de votre mobilisation, est-ce que ça vous va comme présentation un peu simpliste ? Et je vous donne l'occasion de me rectifier. Et écoute, tu me laisses un peu quoi. Alors peut-être je vais reprendre une petite présentation si tu m'en veux pas. Est-ce qu'on est contre simplement contre des méchants promoteurs, contre des habitants ? Non, c'est pas vraiment ça. Alors si on reprend l'histoire quand même, l'histoire de Hop. L'histoire de Hop, c'est à peu près il y a 3 ans un groupe d'habitants qui se forme contre le projet de Monsieur Hervé Mariton, qui est à l'époque maire de cette ville, et qui annonce en fait un projet d'hôtel sur cet ancien hôpital, incluant notamment la démolition d'un grand bâtiment de 3000 m², dont tu as parlé tout à l'heure. Et donc, ce projet d'hôtel est mené sans aucune concertation et nous paraît tout simplement pas du tout répondre à des besoins de la population.
Et puis à prendre tout un espace, enfin la Pierre reviendra dessus tout à l'heure, à prendre tout un foncier en fait au service d'un projet privé qui finalement sera quand même en partie financé par le public et qui en plus coûtera cher. Donc là, tout ça mis bout à bout, on se dit, je fais simple, hein, mais on se dit non, ce n'est pas possible. Et puis cet hôtelier, par qui il est choisi, comment, tout ça reste assez mystérieux pour rester vague. Et donc, le collectif se constitue donc depuis 3 ans et travaille à comprendre les enjeux du site, parce qu'un site de 10 000 m², ce n'est pas rien, c'est complexe, c'est un grand foncier, c'est beaucoup de contraintes, on est en haut de la crête, pas de la crête, mais on est en haut de la colline de Cray. C'est tout un site qui est tout de même intégré en plus dans un quartier, etc. Donc, l'idée, c'est pas seulement de s'opposer à ce projet, mais c'est aussi éventuellement de proposer une autre démarche. Suspense, je ne veux pas tout dévoiler maintenant. Et juste pour être beaucoup plus concret pour les auditeurs, quand on est sur la grande sur la départementale et qu'on veut repérer ce que ça représente, de quoi on parle, comment on fait ? Il nous saute aux yeux ce bâtiment, ce site ? Oui, bah oui. En fait, c'est un site qui est vraiment en belvédère sur la vallée, puisqu'on est vraiment juste en dessous de la tour de Cray, en fait. Donc c'est un site majeur, extrêmement visible. Et quand on monte vers la chapelle des Cordeliers, c'est ça ? On l'a sur la gauche. On l'a sur la gauche, juste au-dessus, sur la gauche. En haut de l'escalier, voilà. Ouais, complètement. Okay. Donc si j'ai bien compris, tout ça, c'est la faute encore à Hervé Ménariton. Non, la faute. Non, je pense pas qu'il y ait de méchanceté. Faut pas avoir de méchanceté partout. Si on retrace un peu l'histoire, d'abord il y a l'hôpital qui déménage, qui est déménagé déjà il y a une dizaine d'années dans le quartier Mazorel. Donc il y a le bâtiment de l'ancien hôpital qui est disponible depuis une dizaine d'années, qui est vide. Il y a d'autres bâtiments à côté qui sont un ancien couvent devenu hospice, etc., qui est plus ancien, qui a plus d'intérêt patrimonial d'ailleurs que le bâtiment qui est devant, qui lui est encore occupé, c'est le service gériatrie de l'hôpital. Puis il y a un troisième bâtiment sur le côté, si les gens réalisent un petit peu comment ça se passe, c'est à gauche sur la photo. Dans le paysage. Quand on regarde face à la tour. Quand on est face à la tour, on se tourne un peu, et puis vers l'ouest, il y a un autre bâtiment qui est tourné vers le couchant, qui est un EHPAD. Donc il y a 2 bâtiments sur 3 qui sont encore occupés. Au total, 3 bâtiments, vous l'avez dit tout à l'heure, 10 000 m². Et le projet d'Hervé Ménariton, le projet de la majorité municipale encore actuelle, c'est de démolir un de ces 3 bâtiments, celui qui est par devant. D'accord. Parce qu'il ferait tâche dans le paysage, parce qu'il gâcherait la vue pour un futur hôtel qui serait installé derrière, parce que peut-être qu'il faudrait faire des parkings, mais c'est pas forcément une très bonne idée. Ouais. Pas de méchanceté. Ensuite, après, comment on envisage ça ? C'était pas le premier scénario, d'ailleurs. Le premier scénario, c'était de conserver ce bâtiment-là. Et on a retrouvé des études. Nous, on se fonde sur des études qui existent. On peut citer nos sources, il n'y a aucun problème. On se fonde sur les études officielles. Et la première étude officielle prévoyait de conserver ce bâtiment de devant et le transformer en hôtel. Et ça, c'était en 2021. Ça commence à dater un peu. Puis en 2022, il y a un autre scénario qui est apparu. Pouf, le bâtiment de devant disparaissait pour installer l'hôtel par derrière. Pourquoi ? On sait jamais trop qu'est-ce qui est dans l'idée de la méchanceté, j'y crois pas. La bêtise peut-être un petit peu plus. Enfin, objectivement, c'est du gâchis. Les études montrent, là encore les études techniques montrent que c'est beaucoup plus cher de démolir le bâtiment, alors que c'est un bâtiment en bon état, qui coûterait pas plus cher que les autres à réhabiliter, et qui dégagerait pas tant de place utile que ça par ailleurs. Donc effectivement, on ne comprend pas comment cette hypothèse-là, elle aboutit à ça, et puis depuis 3 ans maintenant, c'est l'hypothèse qui prévaut, c'est l'idée de démolir ce bâtiment, qui est encore présente d'ailleurs dans le discours de, on va dire, 2 des 3 listes candidates aux élections municipales. D'accord, qui sont ? Les listes issues de la majorité, Stéphanie Karcher, donc, qui est la maire en place et qui est tête de liste d'une liste dans la continuité, qui ne prononce jamais le mot de démolition, mais en fait, quand elle parle de réhabilitation du site de l'hôpital, ça veut dire démolir le bâtiment de devant.
Et puis Audrey Corneille, qui est actuellement encore adjointe dans la majorité municipale, et qui, là aussi, un petit peu sans le dire... Je crois qu'elle a démissionné, non ? Elle n'a pas démissionné pour se présenter ? De son adjointure, je ne sais pas. Pardon. Oui, bon. Petit doute là-dessus. En tout cas, elle présente une liste différente, en tout cas, mais avec à peu près le même programme sur l'ancien hôpital, toujours le projet de démolir ce bâtiment de devant. Donc la première question, effectivement, c'est pourquoi vouloir démolir ce bâtiment alors qu'il représente 3000 m², un peu plus même, en bon état, utile, utilisable, un potentiel vraiment intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse, peut-être on reviendra plus sur le concret, là on a eu pas mal d'informations, ce qui m'intéresse aussi c'est de vous connaître un petit peu et de faire savoir un petit peu ce qui vous a personnellement amené à militer pour ce collectif. Parce que je trouve ça toujours intéressant de partager ces histoires un peu qui... Peut-être que dans le passé, vous avez eu des projets qui vous ont... des grands projets qui vous ont frappé, qui vous ont fait mal au cœur et vous êtes dit j'aurais peut-être dû y aller, etc. Et puis quand vous avez vu arriver ce projet, vous vous êtes dit non mais là, il faut s'engager. Je sais pas comment ça s'est passé. Toi, Elisa, c'est quoi ton parcours qui t'a mené à se retrouver dans ce collectif en fait c'est quoi qui t'a pris aux tripes pour y aller ? Écoute, moi j'ai beaucoup travaillé et milité pour la question des espaces publics vivants et notamment aussi la création de places publiques avec vraiment des démarches citoyennes importantes, mais pas que citoyennes, des démarches aussi municipales, parce que finalement quand on parle, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on parle de concertation et de participation, on parle malheureusement souvent que de participation des habitants. Alors, il n'y a pas que les habitants, il y a les acteurs locaux, il y a les élus aussi, accessoirement. Moi, je trouve que c'est vraiment important déjà de commencer là, en fait. Et moi, ça fait vraiment partie de mon métier, en fait, de travailler depuis une vingtaine d'années auprès de collectivités pour imaginer des espaces publics et des places publiques vivantes. Donc, force est de constater que encore aujourd'hui, j'étais à Montélimar dans un quartier populaire qui s'appelle Pracontal, où je rencontrais le centre social et la mairie a pensé à un projet sans aucune concertation avec les usagers, ni les commerçants, ni le centre social, ni bien sûr les habitants, les associations, etc. Et a pensé à un projet complètement vertical qui est parachuté, donc avec de la végétalisation, etc. Vu de loin, ça paraît plutôt sympa, mais quand on regarde de près et qu'on discute avec les structures locales, les commerçants, le centre social, etc., on se rend compte que ce projet n'est pas du tout adapté aux usages en fait des habitants. C'est-à-dire qu'ils ont séparé les aires de jeu, par exemple. Alors ça veut dire que les mamans qui sortent rarement dans la journée, elles vont se retrouver mais de façon séparée, elles vont plus pouvoir être toutes ensemble, que les enfants ne pourront pas non plus se croiser, qu'il n'y a plus des grandes esplanades pour pouvoir faire des grandes fêtes, qu'il va y avoir des espèces de grandes rues où ça va être un peu la course des scooters. Enfin bref, c'est des choses que les gens m'ont racontées aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant de se dire que finalement, les meilleurs experts quand même d'un lieu, c'est ceux qui y vivent. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout, mais ça veut dire qu'au moins, ils ont quand même un diagnostic qui est complètement fiable. Et typiquement, là, on peut voir un énorme ratage. Et la personne, la responsable du centre social qui m'accueillait ce matin, on avait les larmes aux yeux. Elle était complètement dépitée en se disant comment on va faire pour faire toutes les actions qu'on mène d'habitude sur cette place publique. En fait, maintenant, elle ne nous appartient plus. Donc voilà, tout ça pour dire que ça raconte quand même beaucoup d'une politique locale et de comment, en fait, des territoires, des morceaux de territoire, en fait, peuvent être très malmenés s'ils sont mal pensés, s'ils ne sont pas pensés avec les bonnes personnes et s'ils sont pensés de façon très verticale et autocratique, comme c'est le cas sur l'ancien hôpital, par exemple. Et là, moi, c'est pas très clair en fait. Qu'est-ce qui est problématique pour vous? Le fait que la projection d'une déconstruction d'un bâtiment ou l'usage de la construction d'un hôtel de luxe Alors, c'est pas un hôtel de luxe. Il faut quand même. Voilà, on n'est pas là non plus pour taper sur la. C'est Elias qui a dit ça en introduction. Oui. C'est un hôtel 3 étoiles. C'est pas un hôtel de luxe. C'est un hôtel Mais bonne pour vous, gamme. qu'est-ce qui est vraiment problématique dans ce projet, la manière dont c'est conduit? Le premier enjeu, c'est effectivement la démolition, qui est objectivement un gâchis. C'est une perte de valeur, ça coûte de l'argent en plus, c'est du manque à gagner, c'est des surfaces de plancher dont on pourrait faire quelque chose, c'est une perte d'usage, c'est une perte de mémoire aussi, parce que c'est une mémoire symbolique, l'ancien hôpital de Cray. Ça intéresse beaucoup de gens aussi, cette mémoire
vivante, cette mémoire sociale du lieu. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à militer là dans le collectif, Pierre? C'est quoi ton parcours militant, quelque part? Militant. Personnel? Alors, je suis peut-être pas tout à fait un militant de base. C'est vrai que là, on représente pas toute la diversité des gens qui sont dans ce collectif, qui depuis est devenu association. Mais effectivement, ce qui a fait cause commune au sein de ce collectif, c'est l'idée du gâchis, d'éviter un gâchis, d'éviter cette démolition. Alors, ça a été peut-être aussi cette image d'un hôtel luxe. C'est pas contre l'hébergement touristique, c'est pas contre un hôtel qui sera pas forcément de luxe. Ça fait partie des programmes qu'on peut envisager. C'est pas pour vouloir garder absolument tout public dans cet ensemble immobilier sur ce site. Mais effectivement, c'est le sentiment d'un gâchis annoncé très concrètement. Gâchis, j'entends, et puis dépossession de l'autre côté. Oui. Ces deux mots assez forts là. Ouais, et de méthode. C'est-à-dire, en fait, comment on pense un projet de cette ampleur. Pourquoi on décrète qu'on fait un grand hôtel de 3 étoiles, en fait, avec du logement privé à côté. Pourquoi ? D'où ça part? Quelle concertation il y a eu? Est-ce que il y a une concertation serait mieux, des acteurs locaux pour comprendre quels sont les besoins urgents de Cray? Aujourd'hui, on est face à des grosses problématiques, évidemment, d'accès au logement. Enfin, tout le monde le sait, c'est quand même un très, très, très gros problème, comme dans plein de territoires. Mais il y a aussi tout un tas d'autres besoins, en fait, dans cette vallée. Il y a aussi le logement, l'hébergement ponctuel, l'hébergement d'urgence. Il y a les questions il manque aussi des lieux de soins, il manque des ateliers, il manque des lieux de travail. Alors, l'idée, c'est pas de dire quel serait le bon projet, c'est d'avoir la bonne méthode pour arriver au bon projet. Et aujourd'hui, on a vu, par exemple, dans la presse, que Boris Transin, par exemple, propose une université du sport de montagne. En soi, dire une université du sport de montagne, pourquoi pas que ça existe dans la vallée, mais pourquoi d'emblée on n'est pas pour que ce soit une course à l'échalote de qui aura le meilleur projet. Par contre, qu'on parte des contraintes du site, comme le dit Pierre, qu'on parte de la non-démolition d'un bâtiment de 3000 m², ce que ça représente aujourd'hui comme aspect très précieux, 3000 m² habitables. Si on devait construire ça aujourd'hui, ce que ça représenterait en termes de coûts, c'est énorme en termes d'investissement pour une ville. Ça existe. Le démolir, c'est 1 million d'euros. C'est beaucoup de gâchis, comme le disait Pierre. Bon, tout ça mis bout à bout, nous, ce qu'on a envie de privilégier, c'est plutôt une pensée ouverte sur un site. Et plutôt que d'en faire un hôtel ou un lieu uniquement de logement, d'ailleurs, c'est aussi imaginer, ça c'est la deuxième phase de la médaille, c'est aussi imaginer un quartier vivant. C'est-à-dire qu'en fait, cet ancien hôpital, il devienne un vrai lieu de vie. Et pas seulement un lieu de logement ou un hôtel, mais que ça puisse être aussi un lieu de vie. Parce que Cray est une ville qui, comme vous le savez, voit sa population énormément augmenter. On est à côté du quartier Rochefort. Enfin, il y a tout un tas il y a tout un environnement. Là-haut, il y a aussi un environnement naturel qui existe. Il y a tout un rapport au paysage aussi qui est vachement important. C'est un lieu qui est assez exceptionnel. C'est un site qui est très beau, panoramique. On a envie qu'il puisse profiter pas seulement à des touristes, même s'il pourrait profiter en partie à de l'hébergement touristique, pourquoi pas, mais pas en totalité, mais qu'il puisse aussi bénéficier aux Crétois, à tout un tas et Crétoises et à tout un tas de gens qui en auraient le besoin. Donc en fait, pour terminer, c'est à la fois le gâchis, c'est la méthode, mais c'est aussi imaginer un quartier vivant, un lieu de vie. Et ça, c'est complexe à mettre en place. Et c'est beaucoup plus complexe que de décider d'un projet d'emblée qui occuperait l'ensemble du site. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. Retiens tes chevaux, Romain. Mais oui, Romain, il a envie d'y aller. C'est pas une émission de débat. Mais si, attends. Bah, débattons. On va y aller. Mais en fait, on va quand même revenir, si ça vous dérange pas, sur cette histoire de bien public quand même, un petit peu. Parce que on est sur cette question-là de bien public. Et moi, ce qui me gratte dans cette affaire, c'est que on a un bien public qui, même si on le fait que en partie, il y a une partie qui sera vendue au privé. Alors oui, ça va faire des sous pour la collectivité une bonne fois pour toutes. Mais après, tous les gains qui sont générés par rapport à ce qui sera privatisé va échapper à la collectivité. Alors que ça pourrait revenir, ça pourrait devenir des choses. Je voulais vous faire réagir là-dessus, sur ce côté gain immédiat versus gain... pas gain immédiat, mais quand même, ça représente quelque chose, quoi. Ah ouais, on a des choses à dire là-dessus. Allez-y, si vous voulez commenter ça.
Oui, alors d'abord, c'est une super opportunité, en fait, ce site de l'ancien hôpital. Ces 10 000 mètres carrés, ils ont été rachetés par un établissement public foncier local, donc qui sert d'intermédiaire, mais pour le compte de la commune. Il a été racheté pour une somme très modique, on va dire. 500 000 € pour 10 000 mètres carrés, faites le calcul, c'est pas très cher. C'est une super occasion, c'est une très belle opportunité, raison de plus pour ne pas la gâcher. Après, il y a du boulot. C'est vrai qu'il faudra faire des travaux, il faudra faire des travaux même d'aménagement avant même de faire des travaux à l'intérieur des bâtiments. Et ça, il faudra investir, effectivement. C'est pas forcément la vocation de la collectivité publique, en tout cas pas sur la totalité. Il peut y avoir un partage, 10 000 mètres carrés, ça fait quand même des lots qui peuvent se partager, effectivement, c'est un potentiel assez énorme. À l'échelle de la ville de Crest, c'est fabuleux. Et ça peut se partager entre différents types d'acteurs, d'opérateurs, comme on dit. Public, privé, privé, mais qui vont quand même dans le sens de l'intérêt public. Ça peut exister aussi, ça peut se partager, ce type d'intérêt. Et il y a de la place pour différents types de programmes, pour monter un projet qui, au total, peut être assez équilibré sur le plan financier. Et non, mais c'est très intéressant. Moi, ça me passionne cette question-là. Et aujourd'hui, on en est où dans les échanges? Vous avez eu des échanges avec la mairie sortante, ou c'est quelque chose dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans un... Quel est votre niveau de relation, en tout cas, avec ceux qui portent aujourd'hui ce travail? Le collectif, il s'est formé en 2023. Ça fait déjà 3 ans. Ouais. Il a fait des réunions publiques, il a fait des promenades sur le marché, il a montré une très belle maquette d'ailleurs qui permettait de faire réagir les gens sur ce lieu assez particulier. On a fait une tribune dans le Crétois également qui a fait l'objet d'un feuilleton avec plusieurs épisodes, etc. On a épluché en détail les études techniques. Toutes les informations qu'on peut donner sont vraiment tirées des études officielles, donc les sources sont tout à fait vérifiables. Donc on a travaillé là-dessus et on n'a pas eu d'écho. Alors, on n'est peut-être pas suffisamment allé chercher aussi là, mais il y a eu aussi en fait, la première brique de la concertation, c'est l'information. Et là, il y avait une sorte de blocus sur l'information. Il y a eu effectivement très peu d'informations qui a été données. Au grand public, c'est même pas la peine d'en parler. Même à l'intérieur du conseil municipal, on a l'impression que certains membres de la majorité sont pas du tout au courant de ce qui s'est passé, de ce qui se passait dans ce projet. Malgré l'existence d'une commission extra-municipale. Malgré l'existence d'une commission extra-municipale qui a été mise en place après une réunion publique, mais après que la décision soit prise de démolir. Donc, et dans lesquels il y avait des habitants de Crest dans cette commission extra-communale municipale? Oui. Habitants de Crest. Parce que normalement, c'est ça, alors, bien sûr. La question de la concertation, on va l'aborder juste après dans la suite du débat. Peut-être, il y a aussi peut-être un enjeu écologique de la démolition en tant que telle, par rapport aux émissions, par rapport aux déchets que ça génère, ou par rapport à d'autres mises en relation avec des projets de rénovation, etc. Vous avez planché sur ces questions d'écologie dans vos réflexions? Le nombre de camions pour la démolition, Pierre? 500. 500 camions 500 par camions jour juste. Non, 500 camions pour évacuer l'ensemble des gravats issus de la démolition. 500, oui, c'est un chiffre un peu frappant, ça. Et qu'il faudra emmener quelque part, j'imagine. Oui. En plus. Oui, qu'il faudra effectivement, mais ça pourra servir à embellir des carrières, ça c'est une autre histoire. Mais oui, effectivement, c'est un très gros volume de flux, de trafic, de poussière, de bruit aussi que ça occasionnera ces travaux-là. Alors, faut pas être non plus naïf, il y aura de toute façon des travaux, il y aura quand même des camions qui vont circuler. Si on peut éviter d'en faire un maximum, ça serait quand même bien. On peut arriver à réduire les nuisances environnementales sur un projet comme ça. Est-ce que dans les études que vous avez pu consulter, qui ont été réalisées pour la mairie, il y a d'autres arguments qui sont avancés que celui de la vue pour l'hôtel qui serait implanté derrière? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que ça semble tellement aberrant, tellement léger, tellement un peu futile par rapport effectivement aux besoins de logement. J'ai du mal à croire qu'un cabinet puisse coucher ça sur le papier. Alors, comme je le disais, il y a eu 2 études différentes, une en 2021 qui gardait le grand bâtiment et une en 2022 qui le démolit. C'est pas les mêmes auteurs de l'étude entre les 2 études, c'est un peu curieux, c'est un peu bizarre. Et puis, effectivement, on se demande, ce qui est assez curieux dans cette étude, là, ça demande un travail un peu technique de lecture, mais
On a l'impression que les auteurs de l'étude allument plein de voyants rouges, lancent plein d'alertes sur les problèmes que va poser cette démolition. Le surcoût, le décalage dans le temps aussi, parce que rien ne peut démarrer si on veut démolir, on ne peut rien faire tant que les bâtiments sont occupés à côté. Donc il y a du côté du bureau d'études qui a fait ces études, EGIS, effectivement, ils ont allumé plein de voyants rouges sur les problèmes posés par ce scénario. Ça n'a pas empêché la majorité municipale de choisir ce scénario-là. Et vous savez pourquoi? Quels sont leurs arguments? Non, bon, on peut imaginer. Ouais, c'est ça. Non, mais parce que c'est une vraie question. Moi, comme le disais, ça paraît tellement aberrant que comment on peut arriver à mener ça sans qu'il y ait plus de levée de boucliers? Moi, je suis vraiment étonné. Oui, il faut quand même rappeler qu'un bureau d'études est souvent au service de la collectivité. Ouais. Enfin, dans une certaine mesure. Plus ou moins. C'est le donneur d'ordre. Plus ou moins, tout à fait. Selon les maîtres d'ouvrage, donc selon le maire, selon les élus, et selon les bureaux d'études. Donc le rapport de force entre les deux peut être tout à fait très très variable. Mais dans ce scénario, il est compris, enfin c'est explicité comme ça, c'est-à-dire que la démolition, elle sert à la vue de l'hôtel derrière. C'est vraiment ça qui est décrit. Moi, ça me semble complètement fou en fait, mais... Si, c'est écrit noir sur blanc avec des images qui montrent ça. Okay, super. Comprenez pourquoi on est là. Oui, complètement solidaire de votre cause, mais... Parce que là, en termes de... Peut-être une dernière question. Public-privé, de l'intérêt du privé et de la prédominance de l'intérêt d'une entreprise privée sur le bien commun, ça semble complètement délirant, quoi. Parce que dans cette histoire, la démolition serait prise en charge par le public ou par le privé qui alors la démolition, ça fait partie des travaux d'aménagement, c'est ça. Pas de construction proprement parlée, mais il y a 3 000 m² qui disparaissent, c'est un manque à gagner. Et ces travaux-là, ils seront financés par de l'argent public, des subventions. Alors, via un certain nombre de fonds, le fonds Friche par exemple, on peut obtenir des subventions régionales, nationales, à différents niveaux qui vont minimiser le reste à charge, ce qui restera à payer par la commune elle-même. Mais à la fin, c'est quand même les contribuables. C'est quand même des fonds publics, C'est quand même des fonds publics, c'est quand même des contribuables. Les Crétois, dans les impôts nationaux, régionaux, ils vont aussi, ça va se répercuter dans leurs impôts de toute manière. Mais alors sur cette réflexion, on va faire une petite pause musicale parce qu'on arrive à la moitié de l'émission et on continuera le débat juste après. Merci déjà pour toutes ces bonnes informations. On va écouter une chanson très calme, acoustique d'une artiste qui s'appelle Hades de Planète et la chanson s'appelle Millions. Celle que je t'ai laissée before I let go. I told you my friend. Moi je voulais qu'on s'aime. I told you my friend. Moi je voulais qu'on s'aime. Ah là là, faut que je ravale toutes mes larmes moi. Même celle que je t'ai laissée before I let go. I told you my friend. Moi je voulais qu'on s'aime. I told you my friend. Moi je voulais qu'on s'aime. J'en ai rien à foutre, tu mini, elle en vaut des millions. Regarde les gars mignons, pour passer vers minuit, la nuit est humiliée. J'aime comme elle est maléa, j'aimerais être un mini pour voir ce qui se cache dans son icy heartbeat, que du froid c'est cold. Tu perceras pas mes mini, moi pour pleurer j'ai que mes mini eyes. Aïe, car la drogue elle ravale toutes mes larmes, moi fucked up, I fucked up cause I can, and I lost up cause I can. Cause I can, yeah. Car la drogue elle ravale toutes mes larmes. I fucked up cause I can. And I lost that cause I can. Cause I can, yeah. Elle la chasse comme bip bip, fait bon proli. Pick up une petite bitch, fuck up tout son lipstick. Incantation mystique dans un grand lit. Et je fais ma wife et voir l'Himalaya. Brûle un big stick, range le paille et ma stock. Tire une taf en furtif, c'est jeter l'âme qui trip drop. Dans le verre qui se fit. Enquête un amour fictif. Fucked up, I fucked up cause I can. And I lost up cause I can. Cause I can, yeah. Car la drogue elle ravale toutes mes larmes. I fucked up cause I can. And I lost up cause I can. Cause I can, yeah. Fucked up, I fucked up cause I can. And
I can, yeah. Oh, fucked up, I fucked up 'cause I can, and I lost out 'cause I can. Moi je voulais qu'on s'aime, 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 moi je voulais qu'on, moi je voulais qu'on, moi je voulais qu'on s'aime. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans Fait, 94.2. On est de retour. Romain, tu voulais dire quoi En fait, je voulais maintenant comprendre où vous en êtes et qu'est-ce que vous attendez maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez, sur quoi vous travaillez actuellement. Alors, là, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas uniquement le débat public. En fait, parce que on va pas non plus laver plus blanc que blanc. Enfin, comment dire l'intérêt, en fait, c'est d'avoir une méthode, en fait, sur comment construire un projet de cette ampleur. 10 000 m² pour une commune qui fait à peine 10 000 habitants, c'est un projet très conséquent. Et on sait bien qu'une commune comme Cray n'a pas les moyens de le porter toute seule. Donc ça veut dire qu'il y a une complexité, en fait, dans le portage qui est réelle. Donc on ne veut pas du tout privé, mais du tout public ne sera pas non plus possible. Donc il y a des besoins, il y a des usages, il y a des contraintes du site. Il va y avoir plein de partenaires possibles, plein de partenaires à réunir autour de la table. Donc tout ça, c'est d'une très grande complexité. Et c'est un portage qui ne se fait pas par un service d'Urba qui porterait uniquement des permis de construire. Enfin voilà, pour caricaturer. Ce qui n'est pas le cas du service d'Urba de Cray. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, c'est pour dire que ça demande quand même un champ de compétences qui est énorme. Nous, en fait, ce qu'on a envie de défendre, c'est que justement, il puisse y avoir une méthode avec des compétences réunies, des gens qui savent mener, en fait, ce type de programme dans un esprit qui soit ouvert avec pourquoi pas de l'occupation temporaire. Et avec des choses, avec des méthodes qui sont assez qui se pratiquent aujourd'hui dans différents endroits, qui permettent d'y aller en progressif, en attention au site, en attention au voisinage, aux besoins locaux, etc. Et avec vraiment une démarche ouverte, avec bien sûr une part de concertation, mais qui ne sera pas sur l'ensemble du site. On ne pourra pas mettre ce projet en pâture sur la place publique comme ça. Tout ça, voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas laver plus blanc que blanc non plus. Il ne faut pas être... Là, c'est de prendre le temps, quoi. Voilà, prendre le temps. Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Donc on était sur Radio Papote, on est toujours en direct. Je voulais juste rappeler le thème de ce soir pour ceux qui nous rejoignent. C'est ça qu'on a oublié de faire en sortant de la chanson. Exact. Donc ce soir, on parle de l'ancien hôpital de Cray avec les invités du collectif Hop qui milite pour un autre projet. Donc on est ensemble jusqu'à 22h et quelques parce qu'on a pris l'antenne avec un petit peu de retard et restez avec nous, on va continuer à débattre avec Nonce qui va nous lancer un petit peu le deuxième débat et puis ensuite on aura un petit quiz sur les pires infrastructures publiques sous-utilisées qui existent. Ouais, mais Elisa, tu as commencé à ouvrir effectivement cette question de la concertation qu'on voulait aborder avec vous. Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que la notion de concertation, elle est un peu vue, revue, on est un peu désabusé en fait du principe même de concertation. On n'arrive pas à avoir des instances qui vont vraiment permettre aux habitants et habitantes de s'exprimer. C'est toujours un peu les mêmes qu'on voit dans ces réunions. Alors, je sais qu'il n'y a pas de solution miracle, mais puisque la question de la méthode, c'est quelque chose qui anime le collectif, comment est-ce que vous voyez ça et est-ce que vous auriez un peu une vision un peu plus précise sur comment mener une concertation pour ce bâtiment-là et l'ensemble de ce projet ? Oui, alors je suis désolée, effectivement j'ai un petit peu déjà répondu avant, je suis désolée d'avoir un peu attaqué le sujet déjà avant, mais ce que je disais, c'est qu'effectivement, nous, en fait, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir discuter avec la future municipalité, parce que là, en fait, la question que tu nous poses, on est à 2 semaines des municipales, d'accord ? Donc, et ce n'est pas nous qui allons faire le projet, c'est la mairie, quelle qu'elle soit, en fait. Ça, c'est bien clair. Par contre, ce qu'on désire, ce qui nous paraît très juste, c'est d'avoir une méthode avec des acteurs, avec des compétences en fait autour de la table, de gens qui peuvent nous aider
à réfléchir à comment travailler sur ce site en progressif avec toutes les contraintes qui sont données et toutes les ressources qui existent, en partant des besoins du territoire, encore une fois, en partant des contraintes du site, en partant des moyens possibles financiers à mobiliser, parce que la commune, c'est pas Crésus non plus, et avec une part de concertation qui serait à bien réfléchir. Par exemple, soyons très concrets, on peut imaginer que le bâtiment A, 3000 m², en bon état, les anciennes chambres d'hôpital, pour ceux qui y sont allés, on a tous plus ou moins fréquenté ce lieu. À l'époque, c'était les urgences, on allait visiter quelqu'un ou autre. Ce bâtiment, on pourrait tout à fait imaginer que demain, il puisse être occupé tout ou partie de façon temporaire pour tester des usages par des entreprises, par une association, par une agence, par des besoins sur du logement d'urgence, sur du logement temporaire, sur de l'accueil, pour du logement jeunesse aussi. Par exemple, on n'a pas d'auberge de jeunesse à Crest, etc., etc. En fait, les besoins, il y en a beaucoup. Donc, il va falloir faire le tri. Donc, sur ce bâtiment-là, on peut imaginer, par exemple, ce type d'occupation. Ce qui n'empêche absolument pas qu'en testant ça, on puisse commencer à réfléchir à la suite, puisque le départ des EHPAD, c'est en 2027, comme on le disait tout à l'heure. Donc, tout le reste des bâtiments, des 2 autres bâtiments, va être vidé. Et c'est 8000 m², 7000 m² restants, plus les espaces publics. Donc, c'est énorme. Il y a des jardins. Pourquoi pas imaginer des jardins partagés. Il y a beaucoup des projets, que ce soit du logement et tout un tas d'autres activités sont possibles. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est comment aussi toutes ces destinations d'usage, toutes ces activités, elles vont cohabiter. Donc, pour cohabiter, il faut qu'il y ait de la circulation qui fonctionne, il faut qu'il y ait des parkings qui fonctionnent, les accès du centre-ville en haut, mais les accès aussi à l'intérieur du site, avec les liaisons avec le quartier Rochefort et les quartiers autour. Et les espaces publics qui font vivre de la communauté, du lien, etc. Donc, en fait, c'est beaucoup d'enjeux, en fait. C'est très, très complexe. Mais c'est passionnant, parce que ça veut dire que demain, si on se projette, on imagine dans 10 ans un quartier qui soit vivant. Et si en plus, imagine, on a un ascenseur urbain ou un funiculaire, je ne sais pas, qui monte du bas de la place de l'église jusqu'en haut, admettons. Crest est une ville qui est en train de se développer. On ne peut pas faire comme si on allait rester notre petite ville patrimoniale de province de la vallée de la Drôme. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on accepte ce développement et qu'on en fasse quelque chose. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on en fasse quelque chose pour tous, avec une dimension qui sera une dimension d'usage, de besoin, mais aussi une dimension ouverte à tout type de population en fonction des usages possibles. Et moi, pour revenir un petit peu et reprendre un petit peu pour dézoomer sur le sujet, peut-être pas seulement sur l'hôpital, mais sur la concertation. Cette question cette question démocratique, parce que on a peut-être des exemples dans notre tête de concertation de façade, beaucoup, mais est-ce que vous avez des exemples de concertation plus effectives et qui ont fonctionné ailleurs dans le monde, des choses qui peuvent inspirer justement, parce que on a souvent dans la tête que toutes les concertations sont des concertations de façade et de la manipulation, parfois. Pas toujours. Alors justement, pas toujours. Est-ce que vous pouvez nous donner des... Pas toujours. Alors justement, pour aller dans le sens d'un projet, mais c'est pas un projet qui nous appartient, c'est un projet qu'il faudra monter avec une nouvelle équipe municipale, effectivement, pour arriver à trouver quelqu'un à qui parler. Pour l'instant, c'est ce qui a manqué ces 3 dernières années. Qu'est-ce que ça pourrait être une concertation effective? Parce qu'on cherche à fouiller ça et on n'a pas les expériences, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais participé à des concertations d'urbanistes. Je peux vous donner quelques exemples. Ouais. Alors, parce que c'est vrai que la concertation, c'est la tarte à la crème. Ouais. En fait, c'est parfois vraiment le faire valoir sur certains projets avec des agents spécialisés, mais qui en fait sont au service du politique, mais sans être réellement au service des citoyens, etc. Et puis il y a beaucoup d'étages, il y a beaucoup de nuances dans la concertation. Et ça veut tout dire et rien dire. Des exemples très concrets. La place de la République à Paris. C'est un exemple vachement intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez connu avant et après. Ça fait longtemps. Il y avait un rond-point, ça tournait on tournait tout autour. Ouais. Et aujourd'hui, c'est une place qui a été complètement réaménagée en gardant de la place pour plein d'usages différents. Des skateurs, des squatteurs, des promeneurs, des gens qui viennent dans un bar-resto.
La place, elle est traversante, elle est plus gênée par les voitures comme avant, etc. C'est un exemple hyper intéressant. Donc, il y a eu tout un travail de concertation qui a été mené. Mais je voulais aussi parler d'un autre exemple qui me paraît assez intéressant par rapport à l'ancien hôpital. C'est l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris, un très grand lieu qui a été, qui est devenu ce qui s'est appelé les Grands Voisins. Donc c'est immense, hein. Et en fait, c'est un projet qui a été monté avec bien sûr la mairie, je crois que c'est le 5e, je ne suis pas tout à fait sûre, au 3e, je ne sais plus, qui a été monté avec la mairie bien sûr, mais avec des acteurs comme Plateau Urbain, Yes We Camp, le groupe Aurore qui fait du logement et de l'accueil d'urgence. Et donc c'est devenu un lieu qui a permis d'accueillir énormément de migrants, des femmes victimes de violences, des personnes en situation d'urgence, mais aussi des ateliers d'artistes, des ateliers d'artisanat, quelques entreprises, des cantines, des lieux sociaux et solidaires. En fait, un lieu de vie qui devient un lieu de vie, un lieu de vie solidaire. Pluriel, qui permet d'être accessible à tous et à toutes. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper inspirant. Et ce sont des acteurs qui existent et qui se baladent en France et qui accompagnent des collectivités qui font ce qu'on appelle de l'AMO, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage aux collectivités. Et donc, la collectivité, elle garde la main, mais elle peut être tout à fait accompagnée par ce type d'acteurs pour penser une méthode qui sera adaptée. Parce qu'en fait, la méthode type, ce que tu demandes, Elias, ce que tu nous demandes, la méthode type, elle n'existe pas. D'accord. Elle est tout le temps contextuelle et elle est toujours sur mesure en fonction des sites, des collectivités et de tout un tas de choses. Alors, on n'a pas de... Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sans-Fait 94.2. Tu voulais encore dire quelque chose, Pierre ? On a un exemple plus proche à Pélussin dont on peut parler aussi. Ouais. Eh bien, vas-y, parle de Pélussin. Pour lancer un petit peu la discussion et pour se donner à nous-mêmes des perspectives, c'est vrai que le collectif, l'association maintenant, avait fait une réunion publique au mois de novembre. Et une bonne partie de cette réunion publique avait été consacrée à faire venir des gens de l'extérieur raconter des beaux exemples, des belles réalisations. Ouais. Il y en a 2 ou 3 qui avaient pu être présentés lors de cette réunion publique. On a encore plein dans notre catalogue, effectivement. Il y a plein d'autres opérations, pas parisiennes, beaucoup plus modestes, dans des endroits plus... dans des villes de la taille comparable à Cré, voire même plus petites, effectivement, qui montrent comment on peut reconvertir des grands bâtiments et en faire construire un chemin qui fasse participer plein de gens, un petit peu toute la population. Alors des exemples, donc Pélussin, qui est une petite commune de 8000 habitants, je crois, c'est ça, non ? Dans la Loire. 4000 habitants. 4000, oui, 4000, encore plus petit. On y allait tous les deux avec Pierre. Enfin, on a vu le site, on a rencontré l'équipe municipale. Un projet très intéressant sur lequel a travaillé d'ailleurs Village Vivant aussi, de nos chers villages vivants locaux. Et donc là, c'est une ancienne école qui a été reconvertie en site qui est mixte, avec diverses activités. Pierre, c'est... Oui, c'est un lieu qui reste la propriété de la commune dans ce cas-là. Alors c'est moins grand que l'ancien hôpital de Cré, c'est clair. Mais là, la commune a choisi de rester maître du foncier, mais ça permet d'y loger des bureaux, par exemple, en coworking. Ça permet d'y loger des locaux associatifs, parce qu'il y avait un besoin à cet endroit-là. Ça permet aussi d'y loger une pension de famille qui a été prise en charge en réhabilitation par un bailleur spécialisé qui a monté ce programme un petit peu particulier. Ouais, rapidement, on a aussi invité le président de la communauté de communes du Clunisois, à côté de Cluny, qui nous a raconté comment un immense sanatorium de 10 000 m², c'est à peu près la même surface que nous, que sur l'ancien hôpital, a été reconverti et grâce à une permanence architecturale, donc la présence d'une architecte qui est venue et qui a accompagné tout ce programme auprès de la Comcom. Là, c'est un projet porté par la Comcom pour installer tout un tas d'entreprises, d'artisans, d'artistes dans des locaux que eux-mêmes ont contribué aussi à rénover, à réhabiliter. Donc ça aussi, c'est encore une autre donnée intéressante. C'est pour vous raconter qu'il y a beaucoup d'étages à la fusée en fait possibles. Il y a beaucoup d'options en fait de réaménagement et de concertation. Petit quiz maintenant pour élargir notre débat, parce que vouloir démolir un bâtiment pour sa vue,
Pour moi, ça illustre un réflexe politique qui est vraiment dépassé. L'idée que promettre un projet d'ampleur fondé sur l'attractivité touristique, ça va être très rentable. Et voilà, il faut que ce soit grand, que ça attire, parce que l'attractivité territoriale, c'est un objectif politique en soi. Il faut produire, il faut développer, il faut attirer, il faut créer de l'emploi. Et ça, c'est une fin en soi. Pour moi, c'est vraiment les mots d'ordre capitalistiques par excellence, mettre les territoires en compétition pour attirer les ressources. On ne se demande pas ce que les habitants et les habitantes ont besoin, ce dont ils et elles ont besoin pour vivre et pour être heureux. Donc, face à ces petits constats, je vous propose un petit quiz florilège d'idées saugrenues et de projets similaires avec des infrastructures un peu folles ou surdimensionnées. Quiz en 4 questions que je vais essayer de faire extrêmement rapide, vu le temps qu'il nous reste. Il nous reste 9 minutes. Ça va aller, ok. Alors d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais en France, on est très largement doté en aéroports, beaucoup plus que nos voisins pays européens. On a notamment 72 aéroports qui sont des petits sites régionaux. Alors je vous pose la question suivante. Est-ce que vous connaissez l'aéroport d'une ville de France ? Alors c'est une ville de France qui a un des plus petits aéroports du pays, avec le trafic aérien moyen par an qui est un des plus faibles. Je suis. Et c'est un aéroport qui est emprunté au moins plusieurs fois chaque année par notre cher couple présidentiel. À Briançon ? Alors le couple présidentiel, oui, Pierre, non ? Le Touquet ? Oui, Ouais. Touquet Paris-Plage. Wow. Effectivement, Touquet Paris-Plage, cette station balnéaire où on peut aussi trouver les meilleurs goodies présidentiels. La fameuse boule à neige qui a cartonné à Noël, la voici. C'est le premier gadget imaginé au Touquet autour d'Emmanuel Macron. Voilà, je vous donne. Alors si vous avez voté pour lui, c'est 10 €, sans quoi c'est 15 €, monsieur. Ah bah dis, Ah ben, c'est 15. Voilà, donc je sais pas si vous prenez l'avion, mais si vous avez envie de visiter cet aéroport, non, en fait, non, personne autour de la table n'a envie de faire ça et d'aller acheter cette boule à neige. Alors, deuxième question, goudron maintenant. Je voulais vous faire deviner une grande autoroute française qui fait plus de 500 km de long et qui a un trafic moyen sur l'ensemble de ses tronçons qui est équivalent au trafic de notre route départementale. Je crois que je sais. Mais une des autoroutes les moins fréquentées de France, quoi, en gros. 550 km d'autoroute les moins fréquentées de France. Très long, 500 km. Avec le même trafic que le nombre de voitures qui traversent. Chaque tronçon a un trafic équivalent à celui de notre RD. Moi, je pense que c'est l'A16. De Calais à Paris, de Val d'Oise à Calais. Ah, on sent l'homme du Nord, mais non, c'est pas ça, Elias. On est où en France ? C'est l'autoroute des gens qui vont prendre l'Eurotunnel, c'est l'autoroute des Anglais. Non, c'est plus proche de nous. Ils l'ont faite pour l'Eurotunnel. C'est une immense autoroute. Ben, c'est pas la 7, quoi. Non. Ah non. C'est dans le Massif central ? Ouais, tout à fait. Tu tombes bien dessus, c'est l'A89. Ah oui. Qui a une section entière autour de Clermont-Ferrand en fait, qui va de Clermont-Ferrand jusqu'à Bordeaux, avec un trafic quotidien qui est entre 5 et 10 000 voitures par jour, donc inférieur à nos 15 000 voitures quotidiennes dans le centre de Crest. Oui, et je voulais vous faire écouter à ce sujet un petit extrait, parce que quand on dit qu'on a besoin d'autoroutes, de plus d'autoroutes, je vous propose de vous opposer à ce type de projet et d'écouter plutôt un chercheur, Néo Magalhaes, qui parle de la quantité de matière nécessaire à la construction des autoroutes, mais aussi et surtout à leur vie tout entière. Les infrastructures, en fait, ce qu'on n'a pas forcément en tête, c'est qu'elles ne sont pas seulement construites. C'est qu'une fois qu'elles sont là, en fait, elles sont tout le temps élargies, approfondies, rigidifiées, transformées, maintenues, réparées, tout le temps. Et ça demande des quantités de matière astronomiques, quoi. En fait, aujourd'hui, on extrait essentiellement pour entretenir des routes. Or, c'est pas discuté, ça, parce que l'entretien, c'est bien vu. Les écologistes vont dire, c'est bien, maintenir un objet en vie, c'est durable. On va augmenter la durée de vie de nos routes. Oui. Mais du coup, il faut extraire beaucoup. Un entrepreneur va investir dans des excavateurs, des bulldozers, etc. Ça, c'est hyper cher. Et il a besoin de chantier. Il a besoin de dépasser de la terre.
Alors, j'efface une de mes questions, pardon, parce qu'on n'a plus le temps. La troisième, tu passes à la quatrième. Ouais, je passe à la. C'était la question un peu plus folklore, un peu plus mignonne, parce que bon, là, c'est pas du tout un grand projet inutile, c'est plus un vieux projet mignon d'une gare française. Alors, c'est pour vous parler de la gare de La Tour de Carol, dans les Pyrénées-Orientales. C'est une commune de 480 habitants. Et cette commune et sa gare possèdent un record européen en termes d'infrastructure. Et je voulais essayer de vous faire deviner son record. C'est la densité de toilettes dans la gare en question ? Non. Il y a 13 toilettes pour... non. Un tunnel, non ? Vous n'êtes jamais allé dans les Pyrénées-Orientales voir la Tour de Carol ? Non, ça ressemble à quoi ? C'est une taille démesurée ? C'est quelque chose qui a une taille démesurée ? C'est un peu démesuré. Le nombre de quais ? Nombre de quais ? C'est le plus grand quai couvert d'Europe, qui est dans une gare de 480 habitants à la Tour de Carol. Incroyable. Et pour lui rendre hommage, une chanson de Brigitte Fontaine au sujet de la gare de la Tour de Carol. Monsieur le chef de gare de la Tour de Carol, je voulais vous dire merci pour le gilet. Voilà, c'est tout, un petit hommage à Brigitte Fontaine. Ça va, j'ai fait assez court, Elias ? Ouais. Radio Papote, les 2e et 4e vendredis du mois sur Radio Sanfé 94.2. Il va nous falloir une autre émission pour parler des autres questions qu'on se posait encore, mais comme on a beaucoup discuté, j'espère qu'on a rendez-vous après les élections, on espère. Ouais. Et on pourra en reparler. Ouais, c'est vrai. On a beaucoup de choses, et qu'est-ce qu'on vous souhaite et comment on vous rejoint, si les gens veulent vous rejoindre, comment on vous rejoint et qu'est-ce qu'on vous souhaite. Alors pour nous rejoindre, il faut nous envoyer un petit mail. Donc c'est hopcollectif@gmail.com. HOP collectif tout attaché. Ouais. @gmail.com. Donc ça, vous pouvez nous faire un petit mot avec plaisir pour discuter et vous inviter sur des prochains temps d'action. Dans la rue parfois Ouais, dès demain sur le marché. On sera de 9h à midi dans la rue pour discuter, pour tracter, et mardi prochain. Et il n'y a pas de réunion pour l'instant, ça attendra la prochaine... Avec les élections, on se calme un peu quand même. Enfin, on se calme, on est comme dans la rue. Oui, mais on se calme. On va pas faire des réunions avant les élections. Pierre, tu as un mot de la fin ? Tu avais envie de rajouter des choses qu'on a oubliées ? Non, pas spécialement. Enfin, nous, les deux qui étions présents ce soir, on n'est pas forcément représentatifs de tout le collectif. Ouais. Il y a plein de gens beaucoup plus ordinaires, effectivement, qui ont réagi. Je le dirais pas comme ça, personnellement. Oui, non, pardon. De base, j'étais ordinaire. On est très Pierre ordinaire est aussi, extraordinaire. Ça, c'est les urbanistes. Désolé. Non, mais c'est vrai que c'est un groupe de gens de plein d'horizons différents, en fait. Et c'est ça qui est très riche dans ce collectif. Voilà. Avec qui on continuera à travailler. Collectif qui est une association. Et j'espère qu'on vous retrouvera dans une future émission. En tout cas, notre émission elle est diffusée tous les 2e, 4e vendredis du mois, donc de 21h à 22h. Je vous rappelle qu'elle sera rediffusée aussi le dimanche à 14h, donc ce dimanche à 14h, et le 4e et le 2e dimanche aussi. On est aussi en ligne. Vous pouvez nous trouver sur YouTube et sur radiosainfé.com. Sur YouTube, on a une chaîne qui s'appelle Radio Papote où vous trouverez toutes les émissions passées et futures. À partir de ce week-end, vous aurez aussi les émissions. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des commentaires aussi, ou à nous contacter pour nous proposer ou nous faire des retours. On est aussi sur Instagram et sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Apple, depuis pas longtemps. Donc notre prochaine émission, ça sera le 13 mars. On a peut-être le sujet, ça sera les médias locaux. Voilà, on parlera de nos médias, de notre presse locale. Si je passe un appel, si quelqu'un du Crétois veut bien nous rejoindre pour discuter et débattre avec nous, on sera très contents. En tout cas, on vous dit à la prochaine. Merci beaucoup aux invités d'être venus. Grand merci à vous. Merci d'être venus. C'était trop chouette.